trainer and meeting industry. Please put your hands together as I welcome Madam Linda Pereira. Please put your hands together for her as she takes over and allows our panel to do a good job. Thank you so much for that amazing introduction. I have been given a great privilege today, and I hope, Secretary General, that you will not regret it, that you have given me this privilege, because I would like to take this session and the opportunity to produce ideas, to give you takeaways, so that we can have some commitments that come out of this session. There is still a lot of ignorance about what Africa is, the patchwork of color, of culture, of music, of advancement, of everything that is positive. And we have to work to transmit it beyond our own borders. It is not enough for us to know about it. If we know about it, nobody else does, then we're doing something wrong. The pandemic had a lot of bad things, but it also had some good things. It made us stop and take stock of what we are doing and how we are doing it. And today, I'm going to have a panel of amazing people to help us discuss the good things that came out of the pandemic and how we have learned lessons that will help us in the future. So I'm going to have the honor of having here with me the minister that we have had that is hosting us, the Honorable Alhaji Lai Mohammed, Minister of Information and Culture of the Federal Republic of Nigeria. Sir, please do me the honor of joining me on stage. A round of applause. I will also be joined by His Excellency Bababola Jean-Michel Hervé Abindola, the Minister of Tourism, Culture and Arts of Benin. So, sir, please do me the honor of joining me on stage. Thank you so much. Thank you. Yes, please. I will have the first ones. Oh, okay. Thank you very much, sir. Thank you. I would also like to be joined on stage by His Excellency Mr. Siandou Fofana, Minister of Tourism for Côte d'Ivoire, and I apologize if I offend anyone's name, okay? It is a beautiful name. Merci, monsieur. Welcome to the stage. Now, of course, I won't only have ministers, okay? I'm going to be joined by Mr. Mamadou Serifo Jakite, Human Development Commissioner of WAEMU. Is he in the room? Thank you, sir. Because the conversation has to be expansive, I will also have a very, very interesting person, okay? And someone that we should all know. It is always very useful to have a friend who is a chef. So I'm going to be joined on stage by Chef Coco Reynaz from South Africa and Congo, who is a gastronomy expert and has promoted gastronomy all over the world. And it does help that he's quite attractive, okay? We're also going to have on stage Mr. Sven Leivag, I hope I pronounced it right, Vice President of Regulatory Affairs of Amadeus. Thank you for joining me. And we've been chatting a lot today. Okay, so I'm going to join you, but I would like to set some rules. And the rules is I'm not going to be friendly. I will take no prisoners. Let's all have a really good, useful conversation that will give our audience some takeaways. So I would like to start by asking you, sir, you have to be the first, of course, because you're our host. How can we learn from what happened during COVID? And we had tourism, we were all drunk on tourism, drunk on numbers, ever-growing numbers, growing numbers, and suddenly nothing. It all stopped. We all took time to think and understand what kind of tourism we wanted for the future. How did you take the time of COVID to think about the kind of tourism that you would want for Nigeria for the future?
Thank you very much, Linda, and I want to thank you for giving me the opportunity to speak here today. And I want to say that COVID-19 pandemic took the entire world Yes. by surprise. For too long, we are taking nature for granted. And for too long, we relied solely on the exploitation of the natural assets that we had in terms of rivers, in terms of lakes, in terms of cultural heritage and all that. And all of a sudden, we could not even move from our boats. So we could not interact, talk less of enjoy the benefits, of nature in terms of, destinations. And for once, the world really understood that tourism must have a rethink. In other words, we will need to de-emphasize those aspects of tourism which can in future also be affected by an even more serious pandemic. So we have to rely not just on technology, but we also have to probably look at more of the intangible areas of tourism. And this, I believe, is where the creative industry as a whole comes to fore. Because yes, in creative industry, concerts were affected, and so also was going to cinema houses. But then technology came to our aid, and we could still enjoy and savor the same music, the same, could see films virtually. So I think the big lesson to me of the COVID-19 or any pandemic is that it shows how fragile the ecosystem is, how fragile our world is, and that we need to be very responsible the way we use it, but that we need also to bend backwards and think of those things in tourism in particular, which we may be able to enjoy without necessarily moving from one place to the other. And I think this is what must have informed the metaverse. This is the new technology, which is like you can stay in one place and get the experiences of the whole world. So I think we need to begin to improve more and rely more on technology so that we would not be too adversely affected by the next pandemic. Thank you very much. Thank you. Excellency, I know very well that Bendim has tremendous culture and so many things that we all need to learn about it. Did you think of using the time of the pandemic to use technology in the same way, continuing with this conversation, as a way of opening a window to the world to show what is attractive and appealing culturally about Benin, to entice us and engage us to come and visit you? But of course, no, that's, I understand, I don't... It's too low. Could you put up the sound of the microphones, please? J'ai allumé. Ok. Merci beaucoup. Je disais que Monsieur le ministre a eu raison de dire que nous avons eu à notre
avantage pendant la pandémie, évidemment la technologie, pour nous aider à passer cette période, ne serait-ce que pour ceux qui pouvaient, sans les citer Netflix ou d'autres, évidemment continuer le développement de l'industrie cinématographique. Mais ça a été surtout cette période un moment également pour les gouvernants et ceux qui sont en charge des politiques publiques de réfléchir autrement et de préparer l'après-pandémie. Et c'est précisément parce que l'après-pandémie a été préparée par tous les pays ici et sous l'égide de l'OMT que nous pouvons nous retrouver aussi rapidement et que nous pouvons avoir ce rebond rapide, comme le disait le secrétaire général ce matin, pour le tourisme. Mais ça a été également une occasion de réfléchir sur un autre tourisme, pour que nous sortions du tourisme de masse, puisqu'on s'est rendu compte que quand on est dans des foules, nous avons peur du coup les uns des autres. On a les masques, on a la distanciation. Donc il faut un tourisme peut-être plus vert, un tourisme plus éco-responsable, un tourisme surtout qui soit un tourisme peut-être plus familial, un tourisme plus microscopique, j'allais presque dire, pour être en contradiction avec le tourisme de masse. Donc oui, ça a été une période où les pouvoirs publics, où les responsables en charge des politiques publiques sur le tourisme ont pu réfléchir sur l'après-pandémie. Ça a été une période également où nous avons vu l'avantage de la technologie. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens qui poussent la porte d'une agence de voyage. Les gens font des réservations de voyage directement de chez eux, du bureau, de la maison, de leur téléphone mobile. Donc oui, la technologie a été pour beaucoup un avantage ou une découverte qui va accélérer la mue de l'industrie touristique. Voilà ce que je pourrais dire brièvement pour compléter ce qu'a dit le ministre, mon collègue du Nigeria. Merci. Merci, monsieur. Minister Fofana, yesterday I had the absolute pleasure of hearing a case study from your country on how much focus there is on cultural tourism at the moment and on culture and on developing it. Was this something that you also considered during the pandemic period, on what kind of tourism that you were going to focus on post-pandemic? Merci. Allô? Allô? Okay, thank you. Oui, merci beaucoup. Je pense que la situation qui est présentée ici, c'est de mettre en relief d'abord un changement de paradigme que l'on doit opérer suite à cette grave crise pandémique auquel le monde s'est trouvé confronté et qui a fait baisser l'activité touristique mondiale de 80% de son chiffre d'affaires. Dans un tel contexte, il faut réinventer le tourisme en puisant sur les éléments de nos forces dans une analyse SWOT. Je dirais qu'il faut s'appuyer sur les éléments qui peuvent avoir valorisé notre activité. C'est bien naturellement ce à quoi notre pays a réfléchi en se disant que le contexte auquel l'on s'est retrouvé confronté, il faut avoir changé de paradigme et à développer un tourisme beaucoup plus endogène, en d'autres termes, un tourisme domestique axé essentiellement sur bien des valeurs culturelles et la richesse culturelle dont nos pays peuvent en disposer. Au-delà, il s'agit aussi de faire un tourisme régional et intra-régional, mais toujours en mutualisant nos efforts sur la recherche de complémentarité au niveau culturel.
Ce dont il est question ici, c'est de se dire que la culture est un véritable vecteur, mais cette culture aujourd'hui doit intégrer bien des éléments de l'ère numérique. Et les éléments du numérique peuvent avoir à abonder dans ce sens pour être un vecteur pour relayer les cultures de nos pays. L'exemple de mon pays, vous avez plus de 62 ethnies, c'est 62 cultures qui se côtoient, c'est 62 manières de cuisiner et donc relever la gastronomie et faire de cette gastronomie un produit d'appel. Mais au-delà, il faut avoir à se dire que les danses, les traditions, mais surtout les festivals et l'ensemble des fêtes pouvant générer une force de la culture qui est un produit d'appel, et l'OMT est d'accord avec nous pour reconnaître qu'aujourd'hui, les raisons de voyage naissent pour 40% d'une volonté des voyageurs, des touristes à rechercher une valeur culturelle quelque part. De ce point de vue, nous disons que nos pays se doivent de mutualiser les efforts à l'effet de rendre plus impactant le tourisme à partir de l'authenticité culturelle que nous pouvons avoir à montrer au reste du monde pour que nous donnons une originalité à nos destinations, mais surtout utiliser l'ère du numérique, les éléments digitaux pour avoir un spectre beaucoup plus large de diffusion de nos cultures, pour en faire un véritable produit d'appel et relever les défis qui s'imposent à nous pour que, d'abord, au plan endogène, nos populations s'approprient la culture et faire du tourisme un véritable vecteur de croissance. Enfin, je terminerai en disant qu'il faut faire en sorte que demain, nous soyons avec ceux de l'économie numérique, ceux de la culture et ceux du tourisme et du monde de l'artisanat dans son ensemble, travailler ensemble à réinventer un tourisme à visage humain, un tourisme nouveau pour que nous générons des emplois et nous déclenchions un développement territorial et nous contribuons significativement à la création de richesses pour nos territoires et pour nos pays. Merci. Merci. As we've heard from everyone from the beginning, from the opening sessions until now, it is all about job creation, development, etc., and making sure that it trickles down, that it comes down to the populations in general. Commissioner, how can we use cultural tourism to truly make sure that it is the communities and the people that benefit from its results and from its impact? What is your position on this? I'm sure you have one. Merci, merci madame. Sûrement et certainement que j'ai des points de vue vraiment très approfondis par rapport à ces sujets. Comment est-ce que le tourisme peut augmenter la rentabilité de nos populations? C'est ça votre question. Permettez-moi, madame, j'appartiens à une organisation de 8 pays. Je représente en ce moment presque 130 millions de personnes. Je ne peux pas parler dans ma voix ou dans ma connaissance. Permettez-moi de parler dans la politique que mon organisation amène vers le développement touristique et j'arriverai à votre réponse. Il est vrai, moi je suis le commissaire à l'UEMOA en charge de la culture et du tourisme. L'UEMOA, depuis 2011 à 2016, il a commencé à réfléchir sur le tourisme. Mais en 2017, il a compris que la culture et le tourisme ne peuvent pas se marcher séparés. Il faut les mettre ensemble. Alors,
l'UEMOA a créé une direction spécifique qui s'en charge de la culture et le tourisme. Cette direction de la culture et du tourisme a pour objectif connecter les deux activités. Parce que l'UEMOA trouve que la culture donne du contenu au tourisme, mais le tourisme donne de la vision, de la perspective générale à la culture. Alors, sans la culture, on ne peut pas faire le tourisme. Parce que, quand je parle du tourisme culturel, bien sûr, il y a beaucoup de types de tourisme, mais notre thème ici, c'est le tourisme et culture. Maintenant, la visibilité que le tourisme donne à la culture, pour ne pas prendre trop de temps, aller à votre réponse, la culture, elle vient de la base, de la population. Nos ancêtres, dans nos villages les plus lointains, ce qu'on a vécu ici, les deux manifestations que nous avons vécues tout à l'heure ici, je ne suis pas nigérien, mais certainement, cette manifestation provient d'un village très lointain. Maintenant, de Kano, mon collègue me le dit, quand on utilise la visibilité de la culture du peuple de Kano, il faudrait que ce peuple de Kano, avec lequel on met sa visibilité de la culture pour la promotion touristique, sans les bénéfices de développement touristique. Ça veut dire, il y a une approche touristique qu'on dit le tourisme pro-développement, le tourisme pro à la rencontre des populations bien nécessiteuses. Ça veut dire que quand on exploite dans un endroit, il faut que les populations de cet endroit sentent les bénéfices de cette exploitation. Dans ce cadre, c'est la culture de Kano, mais que la population de Kano enrichisse, développe par rapport à sa culture. Ça d'une façon globale, mais pour la relier avec l'après-Covid, il est vrai que le tourisme, c'est le contact. Les données statistiques nous ont montré, dans notre thème que nous sommes en train de discuter ici, que 40% de nos populations déplacent dans les manifestations au fonds de tourisme pour découvrir les cultures d'autrui ou pour voir. C'est vrai que le Covid nous a donné beaucoup d'enseignements. Le développement du numérique permet maintenant de pouvoir intégrer les informations culturelles et de le vendre par numérique sans être... Parce que les pandémies, on ne sait pas. Bon, le Covid, ça nous a fait... C'est comme... c'est une chose terrible. Bon, moi, je m'en charge aussi de la santé au niveau de l'UEMOA. Il y a beaucoup d'autres pandémies qui existent en Afrique. Le paludisme, les autres pandémies, etc. Mais ça ne nous empêche pas de nous déplacer. Mais c'est vrai que le Covid, ils nous ont transmis l'idée qu'on ne peut pas se contacter. On peut pas, bon, il y a beaucoup de façons de contamination que le Covid nous empêche. Alors, ça nous permet de développer les technologies qui pourront permettre le développement du tourisme par le numérique. La culture, la gastronomie et des autres... bon, je peux parler de tourisme dans beaucoup des autres branches, mais bon, je parle, c'est que vous me donnez l'autorisation de parler, c'est la culture et le tourisme. Mais dans la culture, la gastronomie, elle est essentielle. Que ça rentre dans le rendement de la population locale.
Il y a beaucoup de pays africains qui sont en train de matérialiser leur domaine culturel au point de vue de l'alimentation. Bon, mais tout ça, ça doit rentabiliser les populations locales de l'origine de ces produits. Je termine par là pour le moment. Mais non, merci bien. Voilà, C'est ça. merci C'est bien. ça. Chef, I coming to you, and it's a great leeway. It's a great connection. You were connected before I even got to you. But in fact, I usually say it's not about the food, but then I say it's all about the food. Because in fact, food is the basis of our culture, our families, our homes, and you have been promoting this around the world. We know African food a lot. I do, at least through you. So how do you see food and the culture of food, because it's not just about food, as part of the storytelling? Because it's not just about the food, it's about telling the whole story around it. We were talking about this yesterday. Absolutely. So food it's more than essential. I always say, tell me what you eat, I'll tell you who you are. Because it's really our essence. We are what we eat, okay? And if there is one thing that this pandemic should have taught us, is to start looking at us as African, okay? And start promoting tourism and our gastronomy, okay, by looking at us. You start first because the barrier has been opened gradually. First, we promote staycation. The people in your village or in your city, first they need to know about the local gastronomy. Then we go in the country. Then it will be regional. And then it will be the whole continent that is really proud of African food. Because as we are all here, we are the best ambassadors of our countries. Absolutely. Nobody can sell us better than what we are. Nobody can sell Nigeria better than Nigerian. Nobody can sell us Congolese as Congolese, etc. So by starting focusing on local, regional tourism, which have been overlooked for so many years, we think tourism is only people coming from Europe and whatever. We need to start thinking, no, tourism, we have millions of tourism next door. How can we bring them here? Even if they have let's say, a smaller pocket, but numbers will make it for that. So I really think by all of us starting to promote our local gastronomy, which is, excuse me for being a chef, I think is the biggest part of our culture. There's nothing more important in our culture than gastronomy. By starting promoting that, we will really start creating more and more great ambassadors and more people who are so proud of who we are, because we are proud of who we are and what we eat. So I really think we need to re-look of the way we advertise ourselves and our region and our country, our continent as a whole. Thank you. Okay, I'm going to be really naughty to you, Sven. I'm sorry, but you're sitting next to me, so you get the punishment. I want you to please tell me, because you have a different perspective from Amadeus and the access to to the information that you have around the world, because I know you have a lot. You can perhaps tell us 3 or 4 lessons gleaned from what perhaps we were doing wrong, or what we should be doing now that's new in positioning Africa, because I think that we have talked a lot, and I think it's time to change things a lot. I think that there's so much potential that I sometimes want to cry with all the potential that we're not actually manifesting, that will enrich in people's lives. What can you bring to the table? Okay, and really go for it. And really go for it. So, and why would you trust sort of the only European on the panel? Because you have a perspective. Coming from a European or a global lessons international learned, IT from company. lessons learned. So I will have to disappoint you. I have a heart that beats for Africa. My family has been
in East Africa since the 70s. I've been coming to Africa since the 70s. I am much older than you think. I'm not going to ask. And my father still lives in Tanga in the north of Tanzania. I'm saying this, what I'm going to say, with a little bit of a bias, if you will, towards Africa, because I agree with the others that, wow, what a potential this continent has to redefine the concept of travel and tourism. And I think the opportunity of, well, the tragedy of COVID, we all know on the one hand, is also on the other hand coupled with a fantastic opportunity to recreate. And what I would say, just to catch your attention, is you need to start stealing with pride and stop copying blindly. Absolutely. And you need to recreate the models of collaboration across the public and private sector to find the gaps, to find how you want to close the gaps, and then make sure that there is mutual commitment among all stakeholders in delivering on that promise, on that premise, and that aspiration. You need to make sure that you look at the best practices, and there are many best practices, even across Africa, in recreating travel and tourism. And it's a massive opportunity for you. And finally, if I may say so, and I'm a sinner myself, because too many people simplify too much. I'm not looking at the politician here, but you cannot simplify without understanding the underlying complexity. And in this industry, there is too much tabloid statements about what is needed, what is good, what is necessary, and you need to go down to understand the underlying complexity, come back up, and then grab onto the big hooks that we can then work with going forward. So those would be my recommendations to you, and we work across the world, and we're more than happy to share with you a lot of examples that we have, not only from Africa, but also from Africa, on how to do it right. I will go back to the ministers now and say, I have always been a great believer in public and private sector partnerships. I think it's the great way forward. The government creates the environment and we implement the ideas. What kind of investments do you think are necessary at this time? And what kind of private sector support would you require to move forward and actually come to the point where we are truly promoting culture, implementing culture, creating a world where it becomes accessible to others and through tourism? So I'll start with Minister. What would you be looking for in investments and partnerships and alliances at this time? Thank you very much. I think the microphone again. Thank you very much. I think a lot has been said about public-private participation. And it's clearly the way forward to move not just only tourism, but to move an entire country, an entire continent, be it in the area of infrastructural deficit or in the area of providing the needed financing for nation building. Before now, I think there have been a lot of pronouncement about what is actually a private partnership, a private-public partnership. I think private-public partnership will be determined largely
by the needs of the local people, by their economy, and also by their culture. And I think the best example for me today of a public-private partnership is this particular edifice where we are in, the National Theatre. The National Theatre was built by the federal government about 46 years ago, after which it went into disuse. And the government realized it had lacked the capacity to even put it back to use. Unfortunately, the Bankers Committee came to the rescue of the government. The Bankers Committee, every year, all banks in Nigeria, every year under the Bankers Committee, they put a certain percentage of their profit aside to intervene in any area of governance. It could be health, it could be infrastructure. And I was just fortunate about 2 years ago that the Bankers Committee decided that they were going to make the intervention in the creative sector. And they came and said, look, Honorable Minister, they went to Mr. President first and said, Mr. President, this country, this government lacks capacity to bring back the National Theatre to what it used to be. But we are interested. We would invest what needs to be done, but we need certain guarantees from government. So we started this conversation, and at the end of the day, the central bank, through the Bankers Committee, said they were ready to invest $100 million US, not just to renovate this National Theatre, but to build what is called a creative center in Lagos, which would encompass the National Theatre, the other 4 structures for institutes for fashion, for film production, for music production, and also for, IT. Well, that was a broad agreement. So we went to an MOU in which we as a government, we are to cede complete ownership of the National Theatre for a period of time. We sat down with the Bankers Committee and we agreed how long it would take them to recoup their investment. But we were also honest enough to appreciate the fact that we lack the capacity, whether technical or financial, to even maintain, now you talk of running this edifice. So for investing so much money in the National Theatre and in the industry, we also give them the freedom to run the enterprise for a number of years that will allow them to recoup their investment. But not forgetting also that this kind of infrastructure is not just for profit and loss. It's also necessary to develop the arts. It's necessary to develop creative industry. So there were also provisions that will allow up-and-coming artists to use this facility for a fraction of what would be the normal, cost. But what excites me most about this arrangement is that we're not thinking of 2 years, 3 years, 4 years. We're thinking about say, 20, 30 years, whereby we are going to have a full-blown creative and art, center, which will be driven by economic forces, and at the same time, we're able to provide the necessary, encouragement and platform for up-and-coming, artists. So of course, there are many issues many challenges that, you are going to encounter in this kind of relationship. The first will be the union.
job creation or job loss. And then at times, government also has this emotional attachment to assets. And this emotional attachment is just what it is, just emotional. They want to hang on to assets because historically they want you to belong to government. I think government must be ready and willing to let go a bit and forget the emotion and look at what is going to be in the overall interest of the country. We're looking at a national theater that will definitely survive many of us here around today. But sheer amount of money being committed, the vision of the central bank and the bankers committee, and the vision and commitment of federal government has made this possible today. So we're able to also talk to our unions, our workers, look, that on the contrary, this will lead to job creation and not job loss. But these challenges are not always easy to manage. But with commitment and focus on both sides, you get there at the end of the day. So I think what I recommend, not just for the creative industry, but even in infrastructure development, is this private-public partnership. And another area which we have done very well in this, I think, is what we call the road tax credit system, whereby the government looks at a company like Dangote or the Boa Cement and say, look, you operate in this community and there are some roads and bridges that you need, which government ought to provide or maintain, but which government lacks the capacity to so do now. So why don't we, amortize for the next 20, 30 years your profit liability? If, for instance, you're supposed to pay $1 million a year as tax, we calculate for 20 years and say for the next 20 years, you don't need to pay us tax. However, you invest those $20 million in the environment where you work. In the process, better infrastructure, you create jobs in the process, and in the process, the community also, benefits from this kind of, empowerment. But like I said, each country, each community would determine the nature of the PPP. But one that is clear is that in doing a PPP, we found out that asking government to come up with any chunk of money would never work because they never have it. Secondly, we've also come to the conclusion that government has no business in business. Thank you very much. Thank you, Minister. Minister Bhimla, the same question to you. I don't know if it's best if we use the same microphone because the sound seems to be better from those microphones. Perhaps you could share the microphone. Oh, that works, okay. So the same question for you. What financial investments has the government and the private sector, what's necessary to advance cultural tourism in your country and to advance the sector in general? Merci beaucoup. J'ai un peu plus de chance. Le micro marche cette fois-ci. Ah, ça marche. Voilà. Donc, je voudrais dire d'abord que chaque pays a son expérience. Je voudrais dire que les pays sont, même si nous affrontons les mêmes difficultés, les pays ont des parcours différents. Quand vous prenez un pays comme le Nigeria, vous avez un très fort secteur privé. Quand vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, il y a également un secteur privé qui est assez consistant. Ce n'est pas tous les pays d'Afrique, ou en tout cas d'Afrique de l'Ouest, n'ont pas la dimension, ou le secteur privé de tous les pays de l'Ouest n'ont pas la dimension du secteur privé nigérian, par exemple. Hein, le ministre vient de citer Dangote, ce n'est pas dans tous les pays qu'on trouve un Dangote. Bon, j'espère que ce sera le cas bientôt d'ailleurs, partout. Mais je voudrais dire que
que ce soit le Nigeria, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Bénin ou ailleurs, il faut d'abord que le gouvernement impulse une vision et une politique. Le secteur privé ne va pas s'engouffrer dans un secteur si ce secteur privé n'a pas la certitude que les politiques publiques vont le protéger. Et en ce qui nous concerne au Bénin, je le disais, nous n'avons pas un secteur privé qui a la force du secteur privé nigérian. Donc le gouvernement vient d'abord ouvrir des voies. Et dans ce cadre, le gouvernement de mon pays, à l'horizon 2026, investit la bagatelle de 2 milliards d'euros, un peu plus de 2 milliards de dollars, dans le secteur tourisme, culture et art. Et cela permet effectivement de créer un écosystème, de créer un environnement dans lequel le secteur privé peut mieux trouver sa place. Mais déjà à ce stade, je vais donner quelques exemples, nous avons défini un certain nombre d'investissements massifs. Nous avons une politique de développement muséal où nous construisons 4 grands musées. Un musée, disons, sur la base du patrimoine du Bénin, un musée sur l'histoire des Amazones et des rois du Dahomey, à Abomey, sur un site qui est classé patrimoine de l'UNESCO. Nous construisons un musée à Porto Novo autour de la religion et de l'histoire du vaudou, pour que mes frères de Côte d'Ivoire ou d'ailleurs aient moins peur du vaudou, et également d'ailleurs les Béninois, pour qu'ils comprennent que le vaudou est une chance pour l'Afrique et pour le monde et contribue à l'universel, et qu'on ne soit pas dans la caricature qui est venue avec, évidemment, la colonisation de l'Afrique. Nous construisons un musée sur l'esclavage à Ouida, pour également l'aspect mémoriel, pour qu'on puisse comprendre cette histoire de cette vaste tragédie qui a frappé l'humanité. Mais Ouida est l'un des pôles essentiels, hélas, de ce commerce triangulaire. Donc il va y avoir le développement de cette route de l'esclave. Nous construisons un autre musée, qui est un musée sur l'art contemporain, parce que avec la restitution des œuvres, vous savez certainement que le Bénin, l'année dernière, a reçu en retour des œuvres qui avaient été, on va dire, emportées par la France depuis un siècle et demi à peu près. Et à cette faveur, on s'est rendu compte qu'on pouvait construire toute une économie autour du patrimoine, et pas seulement du passé, mais également autour de l'art contemporain, qui est une activité très florissante au Bénin et dans le monde en général. Nous avons par ailleurs un certain nombre d'investissements que l'État impulse en ce qui concerne les réceptifs hôteliers, parce qu'il ne peut pas y avoir de tourisme sans qu'il puisse y avoir effectivement des réceptifs hôteliers. Donc ainsi, nous avons le Club Med qui vient au Bénin, c'est un partenariat public-privé avec 4 tridents, 330 clés. Nous avons un Sofitel qui est de nouvelle génération qui vient, nous avons le Bayantri qui vient, etc. Donc tout cela est venu avec l'appui, l'impulsion de l'État pour que, effectivement, le secteur privé puisse trouver l'environnement propice pour se développer. Mais ce que je voudrais dire, chaque fois que l'État initie un projet d'infrastructure, les entreprises qui construisent, ce ne sont pas des entreprises publiques, ce sont des entreprises privées. Donc de toute façon, nous sommes dans une dynamique où cela développe l'économie et cela donne des opportunités au secteur privé. 2 milliards d'investissements en moins de 10 ans dans le tourisme, la culture et les arts, c'est 1250 milliards de francs CFA. C'est massif, c'est énorme, et le travail que nous sommes en train de faire en ce moment au Bénin n'est pas un travail évidemment pour donner des leçons à d'autres, parce que chacun a son chemin. Mais le Bénin n'a pas le pétrole et le gaz du Nigeria, le Bénin n'a pas le cacao et le café de la Côte d'Ivoire, mais le Bénin a cette chance d'avoir ce patrimoine, d'avoir les Amazones, d'avoir les rois, d'avoir Béhanzin, d'avoir d'autres. Le Bénin a cette chance d'avoir cette histoire tragique, malheureuse de l'esclavage qu'on peut aujourd'hui transformer. De la même façon, vous savez, nous avons des villes et des potentiels qui n'avaient pas été suffisamment valorisés. Je vais prendre l'exemple
Glanvier, qu'on appelle abusivement la Venise de l'Afrique, qui est une cité lacustre, qui est la plus grande d'Afrique, eh bien cette cité est en train d'être totalement remise en tourisme, assainie, développée, pour pouvoir la mettre aux normes, sans pour autant, évidemment, aller dans les caricatures dont je parlais tout à l'heure, à savoir le tourisme de masse. Donc en préservant les écosystèmes, en préservant la qualité de vie des habitants, puisque c'est un village qui sera visité un peu, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a la comparaison avec Venise, mais sans que nous n'ayons les dérives que nous connaissons à Venise, et surtout les incidences négatives sur les populations. De façon générale, je voudrais dire également, madame, vous avez posé la question tout à l'heure sur que gagnent les populations. Il faut savoir que le tourisme, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est comme un sachet de thé. C'est un infuseur de développement. Le tourisme dans les communautés, quand un touriste vient dans un pays, quand il vient à Cotonou, quand il vient à Ouida, quand il vient à Kano, quand il vient à Grand Bassam, il consomme directement au profit des populations. Il ne va pas mettre son argent à la banque. Au contraire, il prend l'argent à la banque pour consommer au profit, au bénéfice des populations, dans les restaurants, dans les centres d'artisanat, dans les différents marchés. Donc c'est un infuseur de richesse, c'est un infuseur de développement. Et mieux, je voudrais vous dire que pour que vous puissiez avoir une industrie touristique viable et à niveau, vous avez besoin de mettre à niveau toutes les infrastructures. Vous ne viendrez pas d'Asie, vous ne viendrez pas d'Amérique, vous ne viendrez même pas d'ailleurs en Afrique, dans un autre pays, si vous n'avez pas la certitude d'avoir l'électricité, si vous n'avez pas la certitude d'avoir l'eau, si vous n'avez pas la certitude, en cas de pépin, de pouvoir être soigné, si vous n'avez pas la certitude de rester connecté. À part, évidemment, si vous êtes dans un tourisme où vous voulez totalement vous déconnecter, mais ça reste une niche. Donc vous voyez, le tourisme est réellement une industrie qui permet d'impacter l'ensemble des autres secteurs. Et comme l'a dit le commissaire Diakité tout à l'heure, tout y concourt. Et la culture, le patrimoine y concourt. La gastronomie, mais j'avais envie de demander au chef, un peu en le taquinant, quelle est la différence entre l'alimentation, la cuisine et la gastronomie? Parce que c'est vrai que nous parlons de gastronomie, mais avant d'arriver à la gastronomie, il y a tout un travail à faire. Il y a toute une culture, il y a tout un état d'esprit. Alors, pour l'instant, nous allons faire en sorte d'avoir de la bonne cuisine, d'avoir peut-être de la grande cuisine, et peut-être qu'un jour, nous arriverons à la gastronomie, parce que c'est un mot que nous galvaudons, il me semble, et je serais curieux d'avoir la réponse du chef. Je vous remercie. Ministre, la même question pour vous. So maybe thank you. Merci bien, ministre. Merci beaucoup. Je pense que la question a tout son sens. Le problème de l'Afrique est un problème pas de manque de potentiel, le potentiel est là. Aussi bien culturel que au plan de la richesse de divers ordres. Mais l'Afrique a un problème de ressources financières et quelquefois de ressources humaines pour la valorisation de cet énorme potentiel que l'Afrique détient. Et j'ai eu souvent dans mes interventions de dire que le potentiel ne se consomme pas, mais le potentiel se met en œuvre. Et la mise en œuvre de ce potentiel nécessite plusieurs facteurs qui interviennent et que tout à l'heure, mon collègue du Bénin et cher frère a bien voulu mettre en évidence. Bien évidemment, votre question ici, je l'aborderai sur trois angles. Le premier angle, c'est l'État qui va impulser dans nos nations, de par une mutualisation des efforts des États, à faire en sorte d'élaborer une politique incitative et une valorisation d'un secteur rendu prioritaire qui incite le secteur privé à faire
un choix, une option qui devient une nécessité pour ce secteur privé d'avoir à générer de la valeur à partir des industries créatives, culturelles, que dis-je, le monde artisanal et en conjugaison avec le monde du numérique. Ceci peut être possible, mais sur le premier angle qu'il faut avoir traité, c'est un État qui définit ses priorités. Et quelles vont être les priorités de l'Afrique dans les 10 années à venir? Ce changement de paradigme fait appel à une notion de nos États de vouloir devenir des pays émergents. Pour mon pays, la Côte d'Ivoire, nous sommes premiers producteurs de cacao au monde, dont pratiquement 45% de la production mondiale vient de ce territoire de 322 462 km². Nous sommes premiers producteurs de noix d'acajou. Les noix d'anacarde que vous consommez proviennent de la Côte d'Ivoire pour un peu plus de 1 300 000 tonnes. Si on prend le caoutchouc, nous figurons parmi les 4 plus grands producteurs au monde. Or, nous savons que dans nos véhicules, autour de nous, dans nos maisons, la plupart des productions renferment ces entités-là. Mais c'est parce que les ressources manquent, les compétences manquent pour avoir apporté une valeur ajoutée. Et rien qu'à vous citer un exemple, parmi tous ces produits, le cacao génère 105 milliards de dollars de revenus pour l'industrie qui naît du domaine du cacao. Mais le premier producteur du cacao ne reçoit que 5 milliards. Les 100 milliards échappent au contrôle. Ce sont les intermédiaires qui font de la spéculation. C'est ceux qui apportent une valeur ajoutée pour la première et la deuxième transformation qui se partagent 70%, voire 80% de la richesse générée dans un tel secteur. L'heure est venue pour l'Afrique de renoncer au renoncement et s'adonner véritablement à un engagement de transformation structurelle de l'économie en faisant en sorte que l'État impulse la dynamique de croissance en faisant le choix de dire ce n'est plus une option, mais c'est une nécessité d'aller vers une économie de service. Parce qu'aucune économie au monde n'est devenue une économie émergente dépassant son secteur primaire. C'est le secteur tertiaire. Et ce secteur tertiaire est porté par les industries créatives, est porté aujourd'hui par l'ère du numérique. Mais l'économie numérique, c'est la tendance du moment. Les valeurs du Nasdaq nous indiquent à souhait. Mais, madame, convenez avec nous que si nous voulons avoir à répondre aux défis de notre temps, il convient de dire que nous avons raté certainement l'ère de l'industrialisation, mais l'ère du numérique doit être le rendez-vous de l'Afrique. Et c'est pour ça qu'il faut éviter la rupture numérique et cette fracture numérique sur le continent africain. Et nous devons nous approprier, et en tant qu'État, il faut que nous finançons ce premier pan et mettre les dispositions, les déploiements de l'ensemble des infrastructures d'accompagnement en termes de réforme et de facteurs clés de succès. Il s'agit de tout ce qu'il a énuméré, je ne vais pas revenir là-dessus au regard du temps imparti, mais tout ce qui est ensemble d'infrastructures pour les routes, pour les connectivités aériennes, pour l'ensemble d'un certain nombre de questions liées à l'utilisation des plans d'eau que la nature nous a légués. Mais voilà la lagune qui traverse ici, on est dans les embouteillages sur Lagos. C'est partout comme à Abidjan. Ce n'est pas une exception à Lagos, c'est partout dans nos pays. Mais on n'utilise pas, madame. Il faut que l'État donne l'exemple, mette les mesures qui facilitent le secteur privé
Et à partir de ce moment, chez nous en Côte d'Ivoire, nous avons adopté une stratégie dénommée Sublime Côte d'Ivoire, où il faut investir 5 milliards de dollars. Nous avons fait des tables rondes à Dubaï et à Hambourg pour mobiliser le secteur privé. Parce que ce n'est pas l'État qui crée l'emploi. C'est le secteur privé qui crée l'emploi, c'est le secteur privé qui crée de la richesse, et c'est le secteur privé, de par sa richesse, que l'État prélève l'impôt pour payer les salaires qu'on nous paye. Et si le secteur privé n'est pas fort, il n'aura pas un État fort. Et donc, il faut donner le pouvoir au secteur privé. Et donc, j'emboîte le pas pour dire que sur les 5 milliards que nous mobilisons, nous faisons en sorte qu'au titre de monnaie en CFA, l'État va apporter un peu plus de 1500 milliards et le secteur privé 1700 milliards. Et aujourd'hui, cela s'explique par les projets Four Seasons portés par le secteur privé. C'est la tour F avec un PPP pour 500 milliards. C'est les 3 tours portés par un secteur privé un peu plus de 500 milliards, ainsi de suite. Et donc ce secteur privé est nécessaire et il faut leur donner la force de réaliser. Et donc le secteur privé, en combinaison avec nous, travaille à monter des PPP, mais les PPP, ce sont des facilités. Et enfin, madame, je termine en vous disant, sur le 3e point, il est important pour nous, très important, de penser à mettre des instruments en place pour accompagner le secteur privé, parce que les instruments qui existent en Europe n'existent pas ici. Et le risque pays, tel que c'est jaugé dans les pays d'Occident, n'est pas de même ampleur dans notre pays. Ouais. Et il faut mettre des instruments dits fonds de garantie, des fonds d'investissement et des fonds d'accompagnement d'un secteur privé pour l'émergence des champions africains, que disent des champions nationaux, pour porter la croissance dans le secteur de l'industrie touristique, culturelle. Et voilà ce que je voudrais faire comme contribution. Je vous remercie. Thank you, Minister. A passionate intervention. Commissioner, that's a perfect lead on for you. Where do you think we should be, the investment should be? Always considering that my focus is on, and my worry is about how populations and how people benefit at the end. Merci, madame. Je vous ai bien compris. Je crois que mes 2 collègues ministres, bon, le ministre nigérian aussi, ils étaient brillants. L'investissement, elle est essentielle pour le développement du secteur touristique. Déjà, le tourisme, c'est une activité essentiellement du secteur privé. Mais pour avoir un secteur privé de qualité, il faudrait avoir des mesures incitatives qui peuvent impulsionner ce secteur privé à pouvoir rentrer dans le secteur touristique. On peut citer beaucoup d'exemples. Il a cité les lagunes ici, bon, à Abidjan, etc. Bon, etc., etc. Mais comme je vous ai dit, madame, moi je parle toujours au nom de l'UEMOA. L'UEMOA, dans sa politique de développement, dans le cadre des actions prioritaires pour un mandat de 4 ans, il a choisi un axe que nous appelons le mécanisme de promotion des industries culturelles et créatives. Ce mécanisme a pour objectif de garantir le financement au secteur privé, garantir le financement aux acteurs qui fonctionnent dans le secteur créatif et culturel. Là, vous savez que dans notre espace communautaire, nous avons des institutions financières
qui sont dans ces mécanismes, notamment le BCAO, le BOAD, le BVRM, le Banque d'investissement et de valeur immobilier. Toutes ces institutions financières sont dans ce programme que va permettre l'accroissement du secteur de l'industrie culturelle et créative. Maintenant, je crois, bon, je ne me rappelle plus, je crois qu'on a dit que le tourisme représente 10% du PIB. Oui, du PIB mondial. PIB mondial. Madame, vous savez, les pays comme la France, l'Espagne, etc., c'est des pays où le nombre, si vous allez voir le nombre de touristes qui rentrent dans ces pays, c'est énorme. Ça dépasse peut-être même le nombre de populations que ces pays ont. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'instruments de comptabilité au niveau de nos États. Nous sommes en train de travailler avec l'Organisation mondiale du tourisme pour la création, on a commencé déjà, le compte satellite du tourisme. Ça va permettre, parce que dans nos États, tout le monde parle des atouts touristiques qu'on en a. Tout le monde parle de la potentialité du tourisme existe. Mais parfois, pour trouver le financement, pour mettre ce secteur de tourisme culturel comme priorité de développement, vous avez des difficultés énormes. Mais le jour, avec l'OMT, nous sommes en train de travailler, quand le compte satellite du tourisme est bien implanté dans tous les États, tout le monde allait voir d'une façon claire l'importance que le tourisme développe dans nos économies. Et ça, c'était en cours. Voilà, madame, d'une façon vraiment très résumée. Mais je vous parle aussi parce que nous, au niveau de l'UEMOA, nous travaillons dans un mécanisme égalitaire pour tout le monde. Nous avons un mécanisme de classification des établissements hôteliers et touristiques. Ça veut dire que quand tu vas à Abidjan, tu trouves, on te dit un hôtel de 4 étoiles, tu sais de quoi tu peux compter si tu vas au Bénin, si tu vas en Guinée-Bissau, si tu vas au Sénégal, etc., etc. Et ainsi de suite. Mais nous sommes en train aussi de former des guides touristiques dans toute l'Union. Là, peut-être ça sera votre dernière question, je ne veux pas avancer, la promotion de nos destinations touristiques. Comment nous envisageons? Parce qu'il faut, parfois, il faut savoir capter l'investissement. Le jour que nous aurons les comptes satellites de tourisme, vraiment très concret, beaucoup d'investisseurs européens, ils vont voir les chiffres. Et quand ils voient les chiffres, ils vont aller au Bénin, ils vont aller en Côte d'Ivoire, ils vont venir ici, peut-être à la place de continuer en Espagne, etc., etc. Et ça, c'est très important. Et nous travaillons dans ces mécanismes, nous travaillons avec l'Organisation mondiale du tourisme pour agrandir pour donner la visibilité au tourisme et permettre que les données économiques soient bien explicites et bien vues économiquement. Sinon, on fait tous de la politique d'ici jusque-là. Quand on va au Gabon, on sait que le tourisme est important, on dit le tourisme est prioritaire, on va faire ceci, on va faire cela. Voilà le Bénin. Maintenant, ils investissent 2 milliards. Mais peut-être ces instruments de comptabilité étaient vraiment très en place. L'État va mettre 2 milliards, mais peut-être il y aura des secteurs privés qui vont dire nous on mettra 3 ou 4 milliards pour quelque chose d'autre. Voilà, merci madame. Je m'arrête là pour le moment.
Merci. Merci, merci. Jeff, Yes. I know that you're dying to say something. I could see. I'm really dying. So, and I'm going to respond really humbly because I think we are missing the plot here about what is the collaboration between public and private sector, okay? I'm going to be talking about someone from the private sector. And I'm saying it again humbly. What we need from public sector, it's not money. We have money. Money will find us. What we need from public sector, it's measures. You are all talking about creating jobs. It's going to create jobs, etc. You're going to give jobs to who? To uneducated people? We're going to create a mediocre tourism. Please, let's not repeat that. What we need as a private sector is measure on education. If we give jobs to uneducated people, there's nothing that's going to happen. We're going to still be mediocre, and we don't want that. Today, when I talk about gastronomy, cuisine, etc., what I want cooking school that are going to teach us, okay, how to make pepper soup, how to make kejenu, how to make pondu. That's what we need. We don't. All cooking school in Africa teach you how to do the best bolognese. African chef can make better bolognese than people in Italy. It's a fact. And we don't want that. What we want you is to make sure that in all the cooking school, okay, we know how to do African food. We know how to serve the tea, the coffee in an African way, not in the English way that the cup have to be on this side. No, we don't. That's not who we are. We're going to do what you are talking about, copying and becoming mediocre copier. We don't want that. It's really to help us on education, to educate our youth who are in huge need of jobs, okay, but they need to be educated to go to the job, okay? And then, once we get there, if you have this beautiful project or concept that we have in Africa, we will find money. There is banks. Banks is a private sector. There are international investors who want to come in Africa, but I know I've been discussing with people from a five-star hotel. They say, okay, yeah, you say you don't have a five-star hotel in Africa, okay, but who's going to run this? And after that, we're going to come with people from France and wherever. So no, you have to give it to our local people, but we don't have local people who can run it. Or all our local people that we have, all our African that we have, okay, they are in such high demand, okay, that today if I open a five-star hotel here, to pay someone, a Nigerian here, it will cost much more than somebody from UK or from Brazil or whoever. So what we need is education. We have to start from the basic. I'm not going to say destroy everything, but let's start from basic, okay, and build on education. It's never too late. Wherever we're going to start, we're going to be starting there. But I think public and private sector need to focus on educating and listen to us what we need as an education, because we are the one in the business. Okay? That's really what I wanted to say humbly. That's exactly. The Commissioner, very short, please, Commissioner Short, so that I can pass. Ouais, je serai vraiment d'une minute. C'est seulement pour le tranquilliser. Bon, malheureusement, moi, je fais partie de l'UEMOA. Le Nigeria ne fait pas partie. À part ma fonction de commissaire de culture et tourisme et de la santé, je suis aussi le commissaire de l'enseignement supérieur technique formation professionnelle. Wow. Je peux vous dire que
la formation professionnelle, tout ce que vous parlez là, nous sommes en train d'avancer avec, au niveau de l'UEMOA. Il faut que ça aille un peu Voilà. plus vite. Ça va. Voilà. Merci. But Minister, you also want to say, oh, I'm sorry, I'm going to give the minister. Non, yes. je pense que nous sommes au cœur du débat et c'est très bien que le secteur privé nous interpelle. Mes partenaires de l'OMT sont là. La formation, vous avez parlé d'enseignement, mais c'est plus large que ça. C'est la formation en général, ça peut être la formation initiale. Donc évidemment, quand on va à l'école, les enfants, ça peut être la formation continue et ça peut être la formation professionnelle et technique. Et en ce moment, nous sommes en train, dans un certain nombre de pays, de l'implémenter. En ce moment, nous avons un programme qui est mis en œuvre avec l'OMT de renforcement de capacité de 700 professionnels dans le THR au Bénin. C'est une réalité, c'est en train d'être implémenté. Nous avons par ailleurs un vaste programme avec la Banque mondiale de 300 milliards de dollars sur la formation technique professionnelle au Bénin et nous avons des écoles techniques, notamment Vatel vient au Bénin pour construire une école et nous construisons également une grande école en ce qui concerne la restauration. Je vous ai dit, il y a 1250 milliards de francs CFA d'investissement. Il est temps que vous veniez au Bénin, chef. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Pardon. And I will finish. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Vous amenez l'école Vatel. Vatel ne va pas vous apprendre à faire un Kejenou. Ne va pas vous apprendre à faire du Pondou. Merci. Ce que nous cherchons chez Vatel, ce que nous cherchons chez Vatel, ce sont des procédures et des mécanismes. Mais on ne demande pas à Vatel de nous apprendre à faire la flamme quiche. On ne demande pas à Vatel de nous apprendre à faire la choucroute. Encore que Vatel, c'est le tourisme. Hein. Mais en ce qui concerne la restauration, nous voulons vous avez parlé de bonnes pratiques. Nous avons des bonnes pratiques partout. Il n'y a pas de raison de faire un complexe africain pour dire que tout doit être africain. Parce que si nous avons des bonnes pratiques qui viennent d'Asie, nous irons les prendre en Asie, même si c'est pour développer effectivement le patrimoine africain. Donc, pas d'exclusion, nous voulons des méthodes, nous voulons des procédures qui fonctionnent ailleurs et nous irons les chercher partout, en Afrique, en Asie, en Amérique. Je vous remercie. Minister, allow me to pass the word now to Sven. You have a practical example. So we work in 195 countries around the world. We are in all African countries, and Angelica is in the back here, so if you need to speak to us about our experiences in Africa, you talk to Angelica. Now, we have a couple of good examples with regard to training. One of the big problems is that government pump money into training. And the measurement criterion is how many students are being examined. Unfortunately, industry, we're not asking for those kinds of students. We're not asking for those kinds of graduates at whichever levels. So what happened, and we have two examples, one in Kenya, one in South Africa, where industry and government sat together and said, in the next 5 to 10 years, what do we as industry need? What kind of skills? What kind of expertise? At what levels? At what time? And to your example, there was a need that we didn't have people in the hotel industry who knew about food safety. Nobody knew about food safety. So how do you operate a hotel and you have nobody there that you can recruit that has a clue about food safety that you know. So there was a new plan put in place whereby the roles of government and private sector and the collaboration model were redefined to deliver these results. And it resulted in the case of Shalati, which is a very interesting hotel that you know of, where they hired the people before they were trained. Because you've heard this saying before, you hire for attitude and you train for skills. So of course, if I'm a hotelier and I can interview the candidates to go into this vocational line of training, and I hire them and I say, you girl, you have the right attitude. Do you want to be trained? And she said yes. She went through the training, and guess what? She's still employed by the hotel.
So the measurement criteria, the collaboration model, the way that this works they all have to change. So please don't make the same mistakes that a lot of countries have done before you. Don't copy paste. Go down, understand the complexities before you come up and simplify, and we'd be more than happy to help you in doing so. Okay, now I have taken way over more time, but I thought the debate was so interesting, we could go on forever, and there's so much more we can discuss. What I am gleaning from this is let's talk to each other. Let's have the public sector talking to the private sector and actually listening to each other as to what are the needs and where we can all collaborate to make the best use of money and provide the best results for communities and for people. Africa has 70% of young people. Let's guarantee their future for the future. Thank you so much for honoring me and being on stage with us. Thank you so much for listening, and thank you. I'm honored and I have learned from you all. Thank you so much. Please, let's appreciate them one more time. Our ministers will now take the picture, the panelists. Let's have you take the picture, please. The photographers, can we allow them? Our panelists, please, let's have a group picture. The panelists. After the pleasantries, can we take a group picture? Picture, please. The moderator should be in the middle, I'm sure. Moderator, be in the middle. Thank you. So after this picture, we